3 directions d'école francophone de Montréal. L'objectif de la présentation, c'est d'abord présenter quelques aspects de mon projet de recherche. Je ne peux pas passer par tout dans le cadre du temps qui m'est réservé. Deuxième objectif, ça serait de partager, bien sûr, échanger, recueillir vos impressions et vos remarques, certainement, qui me seront très utiles. Au plan de la présentation maintenant, contexte, je vais passer par-dessus le contexte de la problématique, le cadre théorique, la méthodologie et les résultats anticipés parce que je ne suis pas encore allé sur le terrain. Alors, le contexte de ma problématique, c'est pratiquement des débats qui est déclenché depuis quelques décennies autour de l'école publique. Les gens se posent des questions sur la qualité des services octroyés par ces agents, sur l'égalité des chances à l'éducation depuis quelques décennies maintenant. Et donc, ce débat est animé par les bouleversements et le changement que connaissent les sociétés, surtout en Occident, la mondialisation, mobilité, migration, diversification de la population, défavorisation aussi qui se fait de plus en plus sentir, surtout dans les grandes métropoles, décrochage scolaire, surtout le décrochage scolaire qui est devenu pratiquement pesant, que combattre l'échec scolaire est devenu un objectif primordial de politique éducative dans le cadre de toutes les réformes que plusieurs pays occidentaux ont entamées. Or, ce sont justement les élèves issus de milieux défavorisés qui sont le plus, il y a les plus concernés par le risque de décrochage, ça on le sait. Et on le sait déjà depuis le rapport de Coleman aux États-Unis, qui en 1969 était en fait la première, 1966, je m'excuse, c'était, disons, la première recherche de grande envergure qui a révélé ce fait que les élèves issus de milieux défavorisés sont beaucoup plus concernés par le risque de décrochage scolaire que les autres. Alors, pour reconnaître ce fait, l'Organisation de coopération et de développement économique, dans un rapport publié l'année dernière, reconnaît que les élèves issus de milieux défavorisés ont 2 fois plus de chances d'être moins performants à l'école et qui présentent un risque de décrochage plus élevé que ceux issus de milieux favorisés. Le rapport de Coleman, qu'est-ce qu'il nous disait en fait? Il nous disait que les facteurs socio-économiques et familiaux sont centraux pour la performance scolaire des élèves et que l'école ne peut faire grand-chose en fait pour changer cette réalité. Et donc il nous a un peu plongé dans une sorte de fatalisme. Si l'école ne peut faire grand-chose, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire? Mais en réaction à ce rapport de Coleman, ou bien à cette conclusion, il y a eu toute une synergie qui a été déclenchée aux États-Unis tout d'abord, dans le cadre d'un grand mouvement qui est appelé le mouvement des écoles efficaces, avec plusieurs recherches, dont les premières furent celles de Weber en 1971, Brockovary et les autres, 1977, Edmonds aussi en 1979, et Brockovary aussi en 1979. Alors que dit ce mouvement grosso modo? Qui dit que non, à certaines conditions, l'école peut faire la différence. Et donc il y a eu toute une série de recherches qui ont été faites dans plusieurs pays, plusieurs contextes, pour justement dévoiler le secret de ce qu'on appelle les écoles efficaces. Alors, le secret, ou bien les secrets des écoles efficaces, ils ont été donc, disons, révélés par la littérature scientifique, comme étant, un fort leadership de la part des directions des écoles. 2, une centration accentuée sur les apprentissages. 3, un climat scolaire propice. Nous avons aussi 4, des attentes élevées à l'égard des résultats scolaires de tous les élèves, c'est-à-dire croire que tous les élèves sont capables de performer, ils sont tous capables de faire d'avoir de bonnes notes et travailler pour les aider en fait à atteindre cet objectif. 6, des évaluations constantes de la réussite des programmes mesurés sur la base des données recueillies, sur la base des résultats scolaires. Ce sont là disons, les 5 secrets, disons, des écoles efficaces tels que présentés par Stengler en 2007. Alors, maintenant, le leadership des directions de l'école est en quelque sorte la pierre angulaire, ou bien l'élément le plus important parmi tous ces facteurs. Plusieurs recherches faites dans différents contextes
l'ont montré, et l'ont encore demandé, et continuent à le faire aujourd'hui, à tel point qu'on peut dire avec elle montre que l'une des caractéristiques les plus pertinentes des écoles efficaces est un fort leadership exercé par l'administrateur, sans lequel les autres éléments disparates du bon fonctionnement scolaire ne peuvent jamais être mis et gardés ensemble. Ça montre l'importance quand même du leadership exercé par les directions d'école. Même chose, l'OCDE, dans le même rapport que j'ai mentionné tout à l'heure, nous dit que le leadership des directions d'école est le point de départ pour transformer les écoles, surtout les écoles de milieu défavorisé. Alors maintenant, depuis l'émergence de ce concept de leadership, les chercheurs, les auteurs ont révélé plusieurs modèles de leadership. On peut parler par exemple de leadership pédagogique avec Allinger, Duffy et d'autres, de leadership transformationnel avec Lightwood et d'autres, leadership distributionnel avec Harris et Spelin surtout, leadership pour apprendre très récemment avec McPeak et Allinger aussi, mais de plus en plus on parle aujourd'hui de leadership social dans le contexte que j'avais décrit tout à l'heure, c'est-à-dire un contexte de société en changement caractérisé par une augmentation de la diversité sous toutes ses formes culturelles, ethniques, raciales, religieuses, et aussi à cause de la défavorisation et de l'échec scolaire qui pèse beaucoup sur les milieux favorisés. Cet intérêt pour le leadership de justice sociale vient aussi dans un contexte de mondialisation qui soutient un modèle éducatif néolibéral reposant sur des postulats en fait, laissant croire que l'introduction de la concurrence entre une diversité d'offres éducatives sur un libre marché serait la meilleure garantie d'égalité, d'efficience et de qualité, chose qui est bien sûr qui ne fait pas l'unanimité entre les auteurs. Il y a beaucoup de contestations de ces propos par différents auteurs. Au Québec, l'intérêt pour, bien sûr, il faut reconnaître qu'au Québec, peu de travaux sont faits sur le leadership en général des directions d'école, mais surtout, encore plus sur le leadership de justice sociale. À ce que je sache, on est 2 personnes à travailler présentement sur le sujet avec le même directeur, et je pense même que c'est vraiment les premiers travaux qui se font sur le sujet. Donc, mais l'intérêt pour ce modèle ressort des travaux entrepris dans le cadre du PSEM. C'est un programme de soutien de l'économie royalaise. C'est une des pierres angulaires, je dirais, de la réforme qui a été entamée au Québec depuis 1990. Ce programme est destiné justement à soutenir les milieux défavorisés de Montréal, car on le sait, Montréal en fait abrite la large population défavorisée de tout le Québec. Donc, le gouvernement a jugé bon de lui réserver tout un programme, c'est le PSEM. En parallèle avec ce programme, il y a des recherches qui sont faites aussi parallèlement avec la faculté de sciences de l'éducation de l'UDM, entre autres à M. Archambault, Aranois et Garon. La question, ou bien les questions principales qu'on se posait dans le cadre de ces recherches parallèles qui se font parallèlement au programme, c'est en quoi consiste exactement diriger une école en milieu défavorisé. On voulait savoir pourquoi, parce que l'une des mesures prises dans le cadre du PSEM, c'est essayer de dispenser ou bien de donner aux directions d'école des qualifications professionnelles qui leur permettraient d'approcher la direction d'école dans le cadre d'un milieu défavorisé. Deuxième question, quelle différence les directions d'école perçoivent-elles entre les milieux favorisés et défavorisés en termes de gestion? Alors, bien sûr, les travaux ont été faits sur des écoles primaires francophones de milieux favorisés. 45 directeurs et directrices ont été interviewés dans des cadres ont participé à des focus groupes. Les résultats, grosso modo, c'est que les directeurs et les directrices, les directions pensent que diriger une économie de milieu défavorisé exige des compétences particulières très différentes de celles exigées par la direction du milieu favorisé. Elles ont parlé, entre autres, de la nécessité d'avoir certaines qualités, la persévérance, la patience, l'empathie, la souplesse d'esprit, beaucoup d'autres choses, mais surtout, ils ont évoqué le fait de devoir exercer un leadership de justice sociale. Lorsqu'on leur a demandé d'expliquer ce qu'il veut dire par leadership de justice sociale, donc il s'agit pour
selon leur perception, de comprendre les milieux défavorisés dans leur complexité, combattre les préjugés et les fausses croyances à l'égard des milieux de ces milieux-là. Entre parenthèses, j'ai mis ici le phénomène, ce qu'on pourrait appeler Ravi Pine. Ravi Pine, c'était une chercheuse américaine qui avait fait des travaux sur la pauvreté. Et pour elle, la pauvreté, ce n'est pas seulement une question de revenus, c'est surtout une culture. Et elle pense que les gens en milieu défavorisé ne réussissent pas parce qu'ils ont acquis ce qu'il appelle les règles cachées du milieu défavorisé, c'est-à-dire les gens n'ont pas acquis, c'est une perspective déficitaire bien sûr, c'est-à-dire pour elle, pour pouvoir réussir, il faut absolument que les gens aient une nouvelle culture, celle de la classe moyenne. Donc, aussi, il s'agit de s'impliquer dans des actions concrètes pour réconcilier l'école et les familles. Alors, dans le cadre de ces focus group, on remarque que les directions d'école évoquent quand même le leadership social. Mais concrètement parlant, ils ne nous ont pas donné des actions, on n'a pas vu des actions, des stratégies, des choses faites concrètement dans le quotidien pour nous dire ou bien nous montrer ce que c'est exactement, ce que ça veut dire exactement, ou bien en quoi consiste exactement être un leader de justice sociale dans une école défavorisée de Montréal. Donc quelques-unes de mes questions de recherche seraient en quoi consiste exactement l'exercice de leadership de justice sociale pour les directions d'école primaire de milieu défavorisé de Montréal. Deuxièmement, quelles pratiques, actions et stratégies sont mises en œuvre au quotidien par les directions pour répondre aux attentes de leurs écoles. Cadre conceptuel, je vais m'arrêter sur certains concepts que j'ai évoqués dans le cadre de ma recherche. Aujourd'hui, je vais partager avec vous sur la justice sociale et sur le leadership de justice sociale. Il y avait d'autres concepts que j'ai approchés. Alors, j'ai approché la justice sociale sur la base d'abord de la définition de Raoul. Raoul, je dirais, en Amérique du Nord, c'est une des premières personnes qui a parlé de justice sociale. Mais il y a aussi Young, surtout, qui, Raoul définit, lui, la justice sociale dans ce qu'on appelle le paradigme distributif, comme quoi, lorsqu'il y a distribution équitable des ressources, c'est ça la justice sociale. Mais Young vient lui dire non, c'est pas assez. Il ne s'agit pas seulement de distribuer des ressources, c'est beaucoup plus grave que ça, c'est-à-dire c'est question de structure, de représentativité, il parle d'impérialisme culturel, d'exploitation, de marginalisation et autres notions. Fraser, je suis désolé, c'est Fraser, c'est pas Fraser. Fraser, elle, vient pour réconcilier les deux et dit que finalement, qu'il y ait problème de distribution ou problème de représentativité, c'est un problème de justice sociale. Donc il n'y a pas lieu de s'y chicaner autour de ça et il vaut mieux concilier les deux. Maintenant, j'ai approché, à partir de là, ça va me permettre d'approcher le leadership de justice sociale. Il y a beaucoup d'auteurs qui se sont arrêtés sur le concept, mais moi j'ai choisi de parler de trois spécialement parce que je trouvais intéressant leur conceptualisation. J'ai parlé d'abord du modèle de Stabat en 1991. Lui, il a bâti son concept sur la base de ce qu'il appelle 4 éthiques. Éthique de justice, trois éthiques. L'éthique de justice, l'éthique de la critique et l'éthique de la présentation. Selon lui, les élections d'école doivent être justes, elles doivent être critiques, elles doivent pouvoir prendre en charge les gens, c'est-à-dire s'impliquer dans des actions concrètes qui permettraient de changer la réalité qu'ils sont en train de vivre dans les milieux défavorisés. Le modèle d'O'Ryan, il est un peu proche de celui de Stabat, mais lui, il va encore plus loin dans la nécessité pour un leader de démystifier, de faire un effort de démystification des structures de l'injustice au sein de l'école et au contexte de l'école. Donc, démystification, compréhension, critique et action sont 4 éléments essentiels dans sa conception. Finalement, le modèle de Macbeth qui ajoute une portée subversive, avec lui, on parle plutôt de leadership comme activité subversive, c'est-à-dire qu'il pose des questions, parfois pas, c'est-à-dire parfois dérangeantes sur le système et qui vont beaucoup plus loin qu'on pourrait penser. C'est à partir de ce cadre conceptuel que je vais essayer d'approcher le leadership de justice sociale. La méthodologie, brièvement, ce sera une étude de cas multiples.
Je vais travailler sur les trois commissions scolaires francophones de Montréal. Pourquoi j'ai choisi les trois commissions scolaires au lieu d'une, par exemple? Parce que ça va me permettre de prendre en considération la différence des contextes entre les trois commissions scolaires, sachant qu'il y a un élément essentiel qui revient constamment en approchant le leadership dernièrement, c'est celui du contexte. Plusieurs écrivains, entre autres Macbeth, nous dit qu'il faut toujours prendre en considération le contexte de l'exercice du leadership. On ne peut pas comprendre le leadership sans prendre en considération tout ce qui nous est imposé par le contexte. Et donc, je pense que de cette façon, je vais pouvoir voir quelle est la différence entre les deux contextes. Les critères de choix de mes écoles ou mes directions, ce sera l'état de la défavorisation des écoles. Le comité de gestion de la taxe scolaire de Montréal publie régulièrement une classification des écoles sur la base du niveau de défavorisation. Et ça va me permettre donc de voir les écoles les plus favorisées. Et aussi sur la base des performances scolaires des élèves, je vais essayer de voir les écoles qui arrivent, qui tout en étant en état de défavorisation, arrivent à améliorer d'une manière exceptionnelle les résultats scolaires des élèves. Ça va me permettre d'aller voir en fait qu'est-ce que les directions d'école font pour arriver à ces résultats. Les outils que je vais utiliser, je vais observer les écoles sur la base d'une grille élaborée par Archambault, Garon et Arnois en 2012. Cette grille elle est inspirée par le School-Wide Cultural Competence Observation Checklist. C'est une sorte d'audit culturel en fait de l'école. On va voir plusieurs aspects de l'école pour voir en fait, est-ce que les questions de la justice sociale sont prises en considération dans plusieurs choses, dans le projet pédagogique de l'école, dans même le personnel, etc. etc. Cette grille elle a été élaborée par Gustin et Nelson. Alors, je vais aussi faire des entrevues semi-dirigées avec les directions de l'école, avec les enseignants, surtout avec les directions, ce sont les premiers concernés, c'est sûr, mais par souci de triangulation, je vais le faire aussi avec les enseignants pour voir aussi leur façon de voir ou bien leur façon d'évaluer le leadership exercé par leur direction de l'école. Je vais voir aussi les parents, parce que c'est important, d'après ce que j'ai lu sur le leadership de justice sociale, un leader de justice sociale, c'est vraiment quelqu'un qui va aller au-delà de la sphère scolaire pour aller voir les opportunités qu'elle peut apporter pour faire le changement au sein de son école. Et entre autres, elle doit avoir de bonnes relations avec les parents. Et ce n'est pas évident, en fait, je peux le dire parce que je suis moi-même membre d'un conseil d'établissement à Montréal. Et je sais parfaitement, je suis conscient des problèmes qui se posent et parfois des hésitations que les personnels posent. Je vais aussi voir des membres de la communauté, toujours dans les trois catégories, dernières catégories, enseignants, parents et membres de la communauté seront choisis sur deux critères. D'abord, leur intérêt pour la justice sociale et deux, leur implication dans la communauté, qui selon moi, montre qu'ils ont quand même un intérêt pour la justice sociale. Les résultats anticipés brièvement, je souhaiterais faire émerger un modèle de leadership de justice sociale caractéristique du milieu favorisé de Montréal, de mettre le point sur des pratiques et des stratégies utilisées par les directions pour répondre aux attentes de leurs écoles. 3. Mettre en évidence l'importance du contexte de l'école pour les priorités des directions et leur choix d'action. Je vous remercie.